bonjour à tous. Je suis Frédéric Barthaud, déléguée générale du MEDEF Pays de la Loire et chargée d'animer cet atelier autour donc, du groupe Manitou sur la question des chariots de manutention qui carburent à l'Internet des objets. Avant de commencer à parler du vif du sujet, je vais demander à nos deux représentants Manitou, avant même de citer leur nom qui se présentent, de nous présenter le groupe Manitou. Qu'est-ce que Manitou aujourd'hui et ses origines? Donc, bonjour, je suis Maxime Baudry, moi je suis en charge des systèmes d'information pour le groupe. Alors, qui est Manitou? D'où nous venons? On vient d'une idée fabuleuse juste après la guerre, d'inverser finalement un tracteur et de poser un mât à l'arrière, donc à l'avant, puisqu'on l'inversait, et donc de pouvoir contribuer à la reconstruction du pays, qui en avait grandement besoin à ce moment-là. Et donc, il y avait la rencontre entre une idée géniale et un besoin fantastique de reconstruction. Voilà d'où nous venons exactement. Alors, d'ailleurs, je fais la petite parenthèse parce que je représente le MEDEF. La saga Bro Manitou a été décrite dans un des magazines d'Entreprise 44. Et honnêtement, je dis saga parce que c'est une histoire absolument incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut retrouver ce magazine et le lire. Voilà. Alors, l'actualité de Manitou, c'est quoi aujourd'hui? C'est ça qui est impressionnant. Alors, aujourd'hui, nous, d'abord, notre raison d'être, c'est Handling Your World. Voilà, parce qu'on est un groupe international. On fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a fait en 2016 1,332 millions d'euros. On est 3300 salariés. Donc, on n'est pas si grand, mais on est quand même très présent sur nos marchés. 65% de notre capital est détenu par la famille, donc on est une vraie entreprise familiale, mais aussi une entreprise qui est cotée en bourse, donc avec les avantages, les inconvénients et le charme des deux côtés. On a 21 filiales, on est vraiment très implanté partout, puisqu'on a 10 sites de production partout dans le monde, en France bien sûr, en Italie, en Inde, aux États-Unis et au Brésil. Des sites en propre, hein, évidemment, ce sont vraiment des filiales 100% Manitou. Nous avons 3 marques, on anime un réseau de 1400 concessionnaires et on est présent dans 140 pays. Donc ça, c'est pour donner un peu la dimension de ce qu'est le groupe. Ce que je peux partager avec vous, c'est les 4 priorités stratégiques importantes du groupe, que sont évidemment nos clients, leur satisfaction et notre volonté de gagner toujours des parts de marché. Les machines et les services, on y reviendra juste après, puisque c'est clé dans l'échange qu'on va avoir autour de nos machines qui carburent à l'Internet des objets. Le développement de l'entrepreneurial mindset au travers et de nos organisations et de nos équipes. Voilà, ça c'est les grandes priorités stratégiques. Notre modèle économique, on est d'abord des designers, nous concevons la totalité de nos machines, nous les produisons, bien souvent nous les assemblons pour être précis. Nous animons donc un réseau de distributeurs et notre objet à nous maintenant, c'est d'apporter aussi beaucoup de services et de valeur une fois la vente des machines faite. Un autre point encore important, nous étions historiquement organisés autour de divisions produits. Maintenant, nous sommes organisés autour de divisions produits et des divisions de services, évidemment. On essaie d'être cohérent jusqu'au bout dans notre nouvelle stratégie. Quand je dis qu'elle est nouvelle, hein, c'est que notre président Michel Denis a décidé de cette stratégie il y a 2 ans et demi. Donc c'est quand même nouveau pour un groupe comme Manitou, hein, qui a quelques dizaines d'années au compteur. Voilà. Donc c'est une stratégie qui est très forte pour nous et évidemment le digital joue tout son rôle pour supporter cette stratégie de service. Alors quand vous dites digital, justement, vous avez un petit peu là maintenant présenté votre fonction et surtout vous n'êtes pas venu seul, hein, puisque vous êtes avec un collaborateur, donc Florian Robert. Hein. Bonjour à tous. Qui êtes-vous? Donc je suis ici car j'ai participé à l'implémentation des projets qu'on va vous décrire lors de cette séance de cette présentation. Eh bien écoutez, on va commencer. C'est parti. Peut-être non, je vais laisser la parole. On a un micro, on est structuré un peu différemment des autres ateliers, puisqu'ils sont 2 chez Manitou, ils sont venus en force. Et à côté de moi, j'ai mon expert. Hein. Donc, Bastien, je pense que ça serait bien que vous présentiez. Il sera expert, co-animateur, il interviendra, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu technique. C'est pas forcément mon domaine, même si on verra en fin d'atelier qu'on a quelques points communs entre mon histoire personnelle et Manitou. Mais voilà, donc l'expert.
Merci Frédéric. Oui, l'idée c'est qu'on parle pas trop technique, mais qu'on parle plutôt des enjeux et comment Manitou est arrivé là-dedans. Donc moi je suis Bastien Billion, je suis directeur de l'activité conseil du Grand Ouest de Niji. Pour ceux qui ne connaissent pas Niji, en quelques mots, Niji, on a notre baseline, c'est d'accompagner nos clients de l'idée à la réalité sur la transformation numérique. Et donc pour ça on a 3 métiers, un métier très en amont du conseil qui est en quoi le numérique, on va aider des dirigeants et des équipes à réfléchir sur en quoi le numérique peut impacter ma stratégie, mon business model, et c'est là où le cas de Manitou est intéressant et comment j'apporte plus de services à mes clients. Et puis après, on a une activité de design où on va imaginer des dispositifs digitaux pour nos clients, que ce soit des applis, des robots, de la réalité augmentée et plein de choses que vous pouvez voir d'ailleurs sur notre stand pour ceux qui ont envie de tester quelques technos intéressantes qui est juste à la sortie. Et puis après, on a une activité de réalisation où on va très simplement développer ces dispositifs pour le compte de nos clients. Niji, c'est bientôt 600 personnes, historiquement à Rennes, on est juste à côté aussi à Nantes, mais également beaucoup à Paris, à Lille, à Lyon et depuis une semaine à Bordeaux. Donc voilà. Je reprends le micro. Alors si peut-être avant tout renoter l'événement, evals.fr, le code qui s'affiche, donc DC17 pour poser toutes vos questions. Vous aurez donc une quinzaine de minutes à la fin pour intervenir. Donc surtout, n'hésitez pas en cours de conférence à poser ces questions par écrit. Alors, on démarre avec un mot que tout le monde connaît maintenant, Big Data. Mais que vient faire Big Data dans la stratégie Manitou? En quoi aujourd'hui vous faites des efforts vers ce sujet de l'IT, de l'IoT? Alors, je vais commencer par dire ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on ne va pas faire, c'est vous partager la stratégie digitale du groupe Manitou. Ce qu'on va faire là, c'est simplement parce qu'elle est en devenir. Pas parce qu'elle est secrète ou quoi que ce soit, ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet du jour, c'est dire comment les éléments stratégiques que j'ai partagés avec vous, comment la digitalisation, une expérience que nous allons partager avec vous, a supporté cette stratégie. C'est ça dont on parle. Notre constat en 2015, c'était de dire que le groupe, en fait, n'était pas assez autonome pour apporter satisfaction à ses clients sur un sujet précis qui était le diagnostic des machines. Donc, pour faire du diagnostic sur nos machines, nous avons besoin d'un certain nombre de composants, logiciels ou matériels, et nous étions trop fortement dépendants de notre réseau de suppliers, de fournisseurs. Enfin, désolé, de fournisseurs. Et du coup, sur la partie diagnostic, nous étions en plus un petit acteur dans le marché de l'automobile. Vous imaginez bien que vu le nombre d'unités qu'on vend, vis-à-vis des voitures, nous n'étions pas assez représentatifs pour que quasiment l'unique acteur du marché considère nos demandes d'évolution. Donc c'était un vrai problème pour nous. Donc le point de départ, c'est celui-ci. Nous devons réinternaliser une compétence de diagnostic chez Manitou pour pouvoir avoir les mains libres sur comment nos machines vont être communicantes sur cette première étape qui est donc le diagnostic. Donc le premier projet dont on va parler, donc Florian va parler, c'est donc l'internalisation de cette compétence. Juste pour visualiser, je me permets, on n'est pas tous propriétaires d'un chariot élévateur, néanmoins on a tous une voiture, et c'est ce qu'on appelle chez nous, et vous le connaissez tous, la valise. En fait, c'est ça le diagnostic. Ça se visualise sous cette forme. On est d'accord ? C'est la fameuse valise qu'on vient brancher. D'ailleurs, nous ne les branche plus maintenant. On se connecte avec nos valises, mais on vient les connecter au chariot et on peut donc récupérer un certain nombre d'informations qui permet au concessionnaire de diagnostiquer le problème et donc résoudre le problème sur votre chariot élévateur ou votre voiture pour vous, mais nous c'est les chariots qui nous intéressent. Donc voilà, donc ça c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est la télématique. La télématique, c'est comment nos chariots ont une capacité à émettre un certain nombre d'informations que nous pouvons capter et que nous pouvons stocker et que nous pouvons rendre intelligentes. Donc là, on commence à être plus dans le cœur du sujet, on commence à parler IoT, on commence à parler Big Data, on commence à parler data visualisation. Et puis, quand on est là, on peut parler de tous les autres sujets qui vont derrière. Alors, on va revenir sur ces comment, mais si vous voulez bien quels étaient les enjeux, pourquoi vous êtes posé cette question, en fait, on a compris donc pour l'histoire du diagnostic, mais quel était l'intérêt de cette visualisation, cette data visualisation après ? Alors,
on a une stratégie de service et on a un certain nombre de nouveaux services qu'on veut pouvoir créer auprès de nos concessionnaires qu'on ne peut pas, ou de nos clients, ou de nos clients. Alors, je rappelle que nous, on est dans un marché de B2B, ça veut dire que nos clients, au sens comptable du terme, sont nos concessionnaires, mais nos clients, au sens client du terme, sont les clients de nos clients. Ça ira. Donc vous êtes automobiliste, il y a les concessionnaires entre les deux. Reprenez toujours l'exemple de la voiture, on comprend bien. Ça marche, très bien. Donc, on est dans un marché qui est très proche de celui-ci, on est d'accord. Pardon, reformulez-moi votre question. L'enjeu, c'est le service client, en fait. C'est vraiment ça. Exactement. Alors, comme tout le monde, ce qui est important aussi, il faut être aussi humble par rapport à ça, c'est que vous voulez créer des nouveaux services, vous avez besoin de données pour le faire, mais il y a aussi tous les services que vous n'avez pas encore imaginés, mais que les données vont vous permettre d'imaginer. Donc, il faut être aussi, je dirais, à l'aise avec le sujet du « je ne vois pas tout de suite ». Mais les outils et la technologie va nous permettre aussi de découvrir des nouveaux services. Et je peux vous dire que l'expérience de nos utilisateurs aujourd'hui, elle est vraiment celle-ci. Alors, avant d'arriver au résultat, comment vous avez fait ça? Parce que là, vous avez parlé donc, des deux thèmes, hein, donc le diagnostic et ensuite l'utilisation de la data. Revenons sur le diagnostic. Quel était l'enjeu de internaliser. De reprendre cette compétence. Voilà, ces compétences. Tout à fait. Bon, on a parlé de valise, mais déjà la première étape, c'était de moderniser cette valise. C'était déjà, on n'est plus sur une valise, on est sur une tablette maintenant. C'est-à-dire que les concessionnaires ont devant eux une tablette durcie sur laquelle ils peuvent faire tourner leur application. Et donc, ils ont une certaine flexibilité et ergonomie qu'ils n'avaient pas auparavant. Sur le sujet de réinternaliser la compétence IoT, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un projet, donc avec un prestataire, on s'est fait accompagner de la société créative également, et une équipe, on va dire, multi-service chez Manitou, composée de la R&D, de l'IT et également du service. Donc autour de ces trois pôles, on a structuré ce projet, ce qui nous a permis, disons, d'avancer de concert et de mettre en place en, on va dire, un peu plus d'1 an, ce projet de diagnostic. Petit à petit, la compétence qu'on avait, le support qu'on avait de notre société partenaire, on l'a internalisé chez Manitou. Voilà. Ensuite, en termes juste d'intervenir, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on touche à une des problématiques de ces projets d'IoT, c'est que ça demande, alors c'est vrai aussi sur d'autres projets, mais c'est encore plus vrai là-dessus, de faire travailler des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et ça, peut-être que vous pourrez nous raconter comment ça s'est. Est-ce que c'était dans l'ADN du groupe ou finalement ça a été aussi un des enjeux? Alors c'est intéressant votre question parce que justement ce projet a permis de construire, on va dire, une équipe, une vraie équipe entre R&D, service et IT. C'est-à-dire on a construit une relation qui maintenant perdure au-delà de ce projet-là. Donc justement, ça a été c'est plus à voir comme, on va dire, la première pierre d'une relation que disons, comme un obstacle. Ok. Alors ça, c'était le premier comment, j'allais dire. Il y a un deuxième comment. Donc rendre cette donnée que vous collectiez, que vous avez captée donc maintenant vous-même en interne, comment la rendre plus parlante? Alors là, on a utilisé une méthode différente. Autant sur le premier projet, on était sur un projet, on va dire, plus traditionnel de nom. Là, on est passé sur un mode proof of concept, donc un mode où on s'est essayé avec une société partenaire, la société B&D, sur une durée qui a été très rapide, de 3 mois, qui nous a permis de récupérer les données, de les stocker et de faire de l'extraction. C'est de faire de l'extraction. Pourquoi? Pour faire de la data visualisation sur ces données et donner la main à nos utilisateurs sur l'exploration de ces datas-là. Qu'est-ce qu'ils ont retenu, eux, au bout de ces 3 mois? C'est qu'on a été très rapide en termes de mise en œuvre. C'est aussi que l'exploration des données leur donnait de nouvelles voies. Ils pouvaient vraiment creuser, avoir ce qu'on appelle une vue drill down, c'est-à-dire partir de la gamme, aller jusqu'à la machine, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Et ce qui nous a permis de dire go pour une phase d'industrialisation. Et ce n'est pas parce qu'on est allé, on va dire, vite sur la phase de POC qu'on n'a pas pu aller vite aussi sur la phase d'industrialisation. Alors là, je vous arrête. La phase de POC, moi, je ne sais pas ce que c'est. Proof of concept. Expliquez, vous voulez bien? C'est l'essai qu'on a fait, disons, en 3 mois. Donc on a mis également moins de 6 mois, du coup, à industrialiser la phase d'industrialisation. Enfin, industrialiser la phase de mise en production.
du projet. Là, ce qui est intéressant avec votre exemple, nous, c'est le type de projet. Là, on ne travaille pas encore avec Manitou, mais j'espère bien qu'on va y arriver. C'est le type de beaucoup de projets qu'on fait avec nos clients. Et c'est aussi ça, un des avantages de la transformation numérique et de ces technos, c'est qu'on peut tester et démontrer pour pas trop cher, quelques milliers d'euros, et puis quelques semaines, voire quelques mois en l'occurrence, des choses qui n'existent pas encore, et arriver à évangéliser en interne pour dire c'est pas que de la parole. Regardez, en quelques mois, pour quelques euros, on a réussi à le faire, et ça ouvre des portes pour aller faire plus de choses. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous a permis, ou peut-être qu'il y avait des doutes en interne, de démontrer, de dire bah voilà, ça marche vraiment, et regardez, on peut l'industrialiser. Aujourd'hui, c'est pas industrialisé, c'est un test, mais on peut aller plus loin. Là où on aurait pu en effet avoir une difficulté à défendre un projet plus global, là très rapidement on a les éléments pour pouvoir aller vers les utilisateurs et leur démontrer que c'est faisable, que ça va apporter de la valeur et qu'il faut aller de l'avant sur ce genre d'initiative. Alors on a l'impression que c'est facile, néanmoins il n'y a pas eu des obstacles. Donc on en arrive à ce thème-là. Les obstacles, entre autres, je crois qu'il y a eu ce projet, mais qui était lié à un lancement bien plus important. Expliquez-nous. Alors, le premier projet diagnostic, quand on l'a lancé, c'était risqué pour nous de réinternaliser une compétence sur des technologies qui n'étaient pas encore éprouvées et sur lesquelles on n'avait pas de maîtrise en interne, et qui plus est, de le lier à un lancement machine. Un lancement d'une toute nouvelle machine qu'on a sortie tout début de l'année dernière, avec beaucoup d'innovations technologiques, beaucoup d'évolutions ergonomiques qui étaient très attendues par le marché, et donc sur lequel on avait une forte pression interne. Donc on avait évidemment, frein et levier étaient un peu mélangés. C'est-à-dire que c'était un frein puisque certains n'étaient pas d'accord pour prendre ce risque et d'autres, évidemment, étaient extrêmement motivés parce que sentaient tous que le jeu en valait la chandelle. Donc voilà, on parlera du résultat après. Mais en tout cas, c'est clairement, ça a été un booster. Moi, je considère que ce frein était un booster finalement à notre projet et à sa réussite. Sur le deuxième projet, puisqu'on parle toujours des freins, on est toujours dans quelque chose de similaire. On doit faire rentrer des nouvelles habitudes. Alors des utilisateurs qui veulent être autonomes, certes, mais une fois qu'on leur a donné la donnée entre les mains, c'était un peu moins confortable que quand on me donnait un rapport. Donc il faut que j'y aille, il faut que j'explore, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et puis mes IT, c'est la même chose. On ne fait pas du big data sur des bases de données relationnelles. Les outils de data visualisation ne sont pas les mêmes outils que les outils de BI traditionnels qu'on utilisait jusqu'à présent, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de changements à prendre en compte. Il faut accompagner les gens, il faut leur démontrer la valeur. Et c'est aussi pour ça que Florian a aussi beaucoup mené ses projets en incluant toutes les parties prenantes et en y allant aussi pas à pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le jour où c'est terminé en disant cocorico, on va tout révolutionner. Parce que là, vous êtes tout seul avec votre très beau succès technologique, mais vous n'avez aucun succès. C'est un projet qui est devenu transversal, tout le monde a été concerné en fait, dans l'entreprise. Exactement. Dernier frein dont on n'a pas parlé, c'est notre réseau de concessionnaires. Voilà, alors on y arrivait. Comment eux, justement, l'ont vécu ou comment ils le vivent encore aujourd'hui? Le deuxième projet, comme vous l'avez compris, nous permet, nous, de faire quelque chose de très différent. C'est maintenant de capter des informations de nos machines. Si on capte des informations de nos machines, ça veut dire qu'on arrive à attraper des usages des clients de nos clients. Des choses qu'on ne touchait pas jusqu'à présent. C'est évidemment là où est l'or pour nous, hein, le pétrole ou l'or, ça dépend où est-ce qu'on veut positionner la donnée. Évidemment, ça fait aussi peur à notre réseau de concessionnaires qui perd une certaine forme d'autonomie ou de légitimité. Donc à nouveau, ça c'est des freins qui s'accompagnent. Enfin, c'est un frein puisque évidemment ils ont peur et on les accompagne en les embarquant. C'est-à-dire que dès le départ, on les met dans des workshops. La question, est-ce qu'ils ont été intégrés au processus? On fait des tests avec eux, on boucle, on les écoute. Il y en a qui nous disent moi je suis une grosse concession, ce que je veux juste c'est que vous m'envoyez les données, j'ai mes outils pour faire de l'analyse. Faites ça. Donc on travaille avec eux pour leur donner de la donnée et qu'ils puissent eux-mêmes travailler. Il y en a qui disent vous savez, vous êtes soit je suis une petite concession ou alors je suis une concession moyenne, mais vous êtes un tout petit dans mon chiffre d'affaires. Donc je préférais que vous m'envoyiez régulièrement un rapport de cette nature. Et donc on construit avec eux, on fait du sur-mesure, en tout cas pour le moment c'est bien la stratégie, et on apprend avec eux. Et en démontrant la valeur, évidemment, ils sont eux aussi convaincus que c'est la bonne démarche. Et en fonction des pays à qui vous adressez, il y a des différences de réaction Alors, oui, il y a des différences de réaction, mais qui sont
à peu près lié à ce que je viens d'évoquer juste avant, c'est qu'on va être dans un marché français où la part de Manitou chez son concessionnaire en termes de chiffre d'affaires va être très importante et que dans le marché plus éparpillé mondial, on va être beaucoup moins significatif. Donc on ne va pas avoir le même niveau de demande en fonction de ce que l'on représente pour notre concessionnaire. Alors moi je voulais, parce que l'exemple de Manitou est un bon exemple, je voulais aussi recontextualiser et repartager avec vous quelques enjeux sur les objets connectés. Aujourd'hui, en 2017, on dénombre, en tout cas une récente étude de Gartner, 8 milliards d'objets connectés dans le monde, dont la moitié serait liée à des applications B2B. Donc ça commence à être assez sérieux et Gartner prévoit 20 milliards d'objets connectés en 2020. Donc c'est là où, pour l'instant, tout le monde est en phase de test, tout ça, mais quand ça va partir très fort. Et un autre chiffre qui est intéressant, et ce sera le dernier que je partagerai, en France, le nombre d'entreprises de plus de 200 salariés qui se sont lancées dans des projets d'objets connectés a doublé en 2 ans. Donc on voit vraiment là, et vous, voilà, ça fait 2 ans que vous y mettez, vous êtes vraiment dans cette tendance de dire comment j'appréhende cette technologie, mais au-delà de la technologie, c'est comment j'invente les usages qui vont avec, parce que la techno, on arrive toujours à trouver des solutions. Et les objets connectés, ça a 2 particularités, et la data, pareil, c'est que ça permet de repenser son offre et d'enrichir aussi son offre au travers de services. Et on est dans cette logique de servicialisation dont on parle tous, et de dire comment j'accrois la valeur pour mon client et on espère ma marge. Mais aussi, ça permet d'enrichir la relation que j'ai avec mon client, parce que dans votre exemple, c'est ça, c'est je vais lui fournir aussi de la donnée pour que lui-même approprie mieux la façon dont il utilise le produit. Mais c'est aussi vrai pour les équipes internes de marketing, qui elles aussi vont pouvoir mieux comprendre sur des cas réels l'usage que font les clients, plutôt que dans des études déclaratives. Là, on a les vraies données des vrais clients quasiment en temps réel. Donc ça bouleverse tout. Et après, une autre particularité aussi des projets sur les objets connectés, et notamment dans un monde industriel, c'est que contrairement à des applis ou des choses, des dispositifs digitaux un peu plus virtuels, où on peut se louper, faire des mises à jour, etc., là, les objets, quand on les a déployés physiquement sur des machines, c'est un peu plus compliqué de faire marche arrière. Je pense à des exemples comme la SNCF, quand on déploie un peu partout dans ses trains. Si on s'est trompé de techno, trompé de partenaire de ça, c'est des objets physiques qu'on a déployés. Donc c'est compliqué de revenir dessus. On ne peut pas juste faire une mise à jour logicielle et ça change tout. On peut faire de la mise à jour over the air. Voilà. Aussi. Mais les objets sont physiques, c'est ça que je veux dire. C'est pas une plateforme virtuelle où on peut la modifier facilement. Les objets, vous les avez mis physiquement dans la machine. Si c'est pas les bons, c'est compliqué à revenir en arrière quand on en a déployé quelques milliers. J'allais dire mon expert est bavard, mais non, il m'a redonné le micro. Alors on va venir justement, on a vu le comment, les obstacles éventuels, mais surtout les enjeux et les résultats. Alors les résultats. Donc un outil diagnostic qui est maîtriser en interne de A à Z, qu'est-ce que ça nous apporte? On peut maintenant en fait avoir une roadmap de nouvelles fonctions qui correspond vraiment à notre stratégie de service. C'est-à-dire quand il y a des idées côté service, du côté de nos métiers, on a les mains libres, on peut implémenter ces idées dans l'outil et proposer ainsi de nouveaux services, valoriser de nouveaux services vis-à-vis de nos concessionnaires. Leur apporter vraiment des fonctionnalités sur lesquelles avant, le fait qu'on était prisonnier, disons, d'une roadmap éditeur, d'un gros éditeur, faisait qu'on n'arrivait pas à avoir les mains libres sur ces aspects-là. Alors là, on voit l'interface, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple, justement Un exemple, c'est par exemple le carnet d'entretien. C'est la capacité à avoir un carnet d'entretien centralisé, le fait que le carnet d'entretien il soit disponible dans l'outil de diagnostic et qu'il soit centralisé pour l'ensemble de nos acteurs, et qu'ils puissent partager, en fait, que quand vous allez d'une concession, si vous changez de concession, vous puissiez avoir accès à ce qui a été fait sur la machine, avoir cet historique-là. On connaît le parallèle avec l'automobile, mais dites-nous que... Alors oui, c'est marrant, j'ai une anecdote là-dessus, parce que pendant que je travaillais sur ce projet-là, je suis allé faire entretenir ma voiture chez un grand fabricant constructeur français d'automobiles. Et puis je lui ai posé la question, par curiosité, je lui ai demandé est-ce que vous avez la centralisation des entretiens de ma voiture, des diagnostics sur ma voiture? Et à ma grande surprise, il m'a dit non, j'ai pas ça, c'est dans le logiciel de la concession. Et du coup, je me suis dit que c'était une petite satisfaction personnelle, comme quoi, dans le chariot élévateur, on pouvait des fois être aussi avancé, voire plus avancé que certains constructeurs automobiles. Voilà, parce qu'au départ, je pensais leur dire, mais c'est pas du tout novateur, on connaît ça dans l'auto, mais en fait, c'était une erreur. Très bien. J'en ai d'autres encore, si vous voulez. Mais allez-y, au contraire. En termes aussi, ce qui était intéressant, c'était...
on a vraiment décloisonné du coup ces données. C'est-à-dire que quand je parle de données qui étaient enfermées dans les concessions, là on les a vues d'un niveau plus global, ce qui nous a permis de faire des analyses, et ça me fait le lien, disons, avec l'autre sujet comme ça. Eh bien, écoutez, on le lance tout de suite. Donc une capacité de voir encore plus près, à la fois sur ces données de diagnostic, mais aussi sur les données du coup des machines connectées. C'est-à-dire, on a le POC que nous avons fait nous permet d'avoir des outils de visualisation, mais plutôt qu'on ne s'est pas seulement restreint aux données issues de nos machines connectées, on a ajouté également les données de diagnostic. Et on ne s'est pas arrêté là, on a aussi ajouté les données de notre ERP. Ce qui nous permet, disons, d'avoir une vue globale et d'avoir une quantité de data. Alors, on peut se dire une quantité de data, ce n'est pas forcément intéressant si on n'a pas les outils pour l'exploiter. Mais là, on a l'outil pour l'exploiter, on a l'utilisateur à la main pour pouvoir creuser ces datas et pour pouvoir faire ces use cases et explorer et réfléchir à des nouveaux services. Donc, c'est là qu'est aussi l'intérêt, disons, de la data visualisation. Juste un petit exemple concret. Lorsque un concessionnaire appelle notre SAV parce qu'il rencontre un problème sur la machine, sur une machine particulière, très rapidement, on est capable d'observer cette machine au milieu de l'ensemble des mêmes machines de la même catégorie, voilà, et observer si ce problème est un problème récurrent, est un problème exceptionnel. Et donc la façon dont on va adresser évidemment le client ou la façon dont on va creuser va être différente. Si c'est un problème reconnu, qu'on vient de rencontrer 2 ou 3 fois, on va tout de suite essayer de s'appuyer sur une base d'expérience pour pouvoir le résoudre. Si c'est un problème exceptionnel, on va peut-être chercher un usage qui, lui, est peut-être exceptionnel avec la machine. Voilà. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut comprendre, c'est que toute cette donnée, comme l'expliquait Florian, contextualisée, eh bien, pour nos utilisateurs qui sont, contrairement à nous tous, à moi le premier, on n'est pas des experts, nous, de ce sujet-là, mais eux sont des experts de l'analyse des données de nos machines. Voilà, ils sont vraiment là dans le... sont des enfants dans un magasin de jouets. Ils sont heureux. Moi, je voudrais revenir un peu sur la genèse du projet. On constate souvent dans les entreprises qu'il y a quand même 2 freins à l'innovation qui sont la direction financière et la direction juridique. La direction financière parce que toujours ça coûte cher, il faut un ROI. Et la direction juridique parce qu'il y a toujours des risques. Et du coup, vous, est-ce que vous avez dû faire face à ces freins? Comment vous avez réussi à convaincre en interne? Et avec un petit focus lié à votre projet sur la direction juridique parce que vous allez collecter de la data et donc sur des usages, la réglementation va évoluer. Comment vous avez appréhendé ça? Alors, on est une entreprise qui, évidemment, a un objectif de rentabilité. Donc, évidemment, la direction financière drive une partie de nos actions. Mais il y a une différence entre... elle drive une partie de nos actions et elle drive toutes nos actions. Quand on a décidé stratégiquement dans le groupe qu'il fallait qu'on aille vers le service, qu'il fallait qu'on s'expérimente, qu'il fallait qu'on trébuche pour pouvoir découvrir des nouvelles opportunités et qu'on l'a acté au plus haut niveau de la direction générale, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un ROI quand on va faire un POC, un Proof of Concept. Ça y est, j'ai compris. Hein. Ni quand on va devoir l'industrialiser. Parce qu'on est convaincu dès le départ qu'on va devoir passer par ces étapes. Donc voilà. Évidemment, par ailleurs, on fait des projets ERP, on fait d'autres projets d'informatique de gestion, on démonte la rentabilité, on fait des ROI indiscutablement. Mais si à chaque fois qu'on veut innover ou creuser un sujet, il faut commencer ou par calculer un ROI, voire parfois demander la permission, ça ne marche pas. Sur l'aspect juridique, non, oui, je peux te laisser compléter évidemment, mais le département juridique travaille avec nous. On est en train évidemment d'absorber l'ensemble de ces données aujourd'hui et on est en train de regarder comment on se met en conformité avec la nouvelle législation, avec la GDPR. Donc ça, c'est évidemment drivé par le juridique, mais c'est un sujet au milieu de quantité de sujets, des données que l'on collecte ou que l'on stocke qui concernent des individus, comme toute entreprise d'ailleurs, nous en avons beaucoup. Nous savons simplement que le modèle des GAFA n'est pas celui à suivre.
Alors, on va conclure toujours sur nos résultats, mais en disant, est-ce que vos clients, ça y est, ont perçu la pertinence, l'intérêt de cette transformation digitale? Parce qu'on, même si on ne parle pas de stratégie digitale, j'ai bien retenu, on est quand même sur la transformation digitale et l'intégration de l'objet connecté. Aujourd'hui, où en sont vos clients? Alors, en termes de clients, donc il y a plusieurs niveaux, comme on le disait tout à l'heure. Il y a l'aspect concessionnaire, client final. L'idée, c'est quoi? C'est que nos concessionnaires ils puissent avoir une vue flotte. Je parlais tout à l'heure d'une vue descendante. C'est vraiment, bon, ben, j'ai besoin d'une analyse sur ma flotte, j'ai la vue globale sur ma flotte de machines. Et si je veux descendre sur la machine, avoir une problématique sur cette machine en particulier, Maxime parlait du SAV tout à l'heure, ben, je peux également avoir la vue sur la machine en particulier. Donc ils peuvent gérer, ils peuvent optimiser leur flotte et ils peuvent également avoir accès à une maintenance plus facile sur leur flotte. Au niveau des clients, on parle de quoi? On parle du suivi des entretiens, du coup. Ça, c'est un cas, on va dire, concret dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis également d'informations sur la consommation. Donc on est tous, on va dire, sensibles à la consommation de notre véhicule. Ben, c'est pareil pour un agriculteur sur sa machine. Et ça fait écho aussi à un programme lancé par Manitou, qui est le programme Reduce, qui a pour but vraiment d'avoir les informations et de réfléchir à cette problématique de consommation des véhicules. Alors, plein d'avenir derrière ça, parce qu'on peut imaginer plein de choses, j'imagine. Vous y pensez déjà? Vous avez sur les développements, est-ce qu'aujourd'hui, on l'a vu, la data visualisation existe, mais quelle forme elle pourrait prendre? Des applications? Qu'est-ce que vous pouvez offrir en plus comme service à vos clients? Alors, c'est toujours un sujet un peu délicat parce qu'on est sur la bordure de ce qui va être stratégique ou différenciant pour nous sur le marché. Mais aujourd'hui, on maîtrise complètement la façon dont nos machines communiquent. Donc on est capable d'y brancher n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Et donc, à partir du moment où on peut y brancher n'importe quoi, on est capable de collecter à nouveau, proposer des nouveaux services, croiser des nouvelles informations. Le champ du possible n'est pas illimité, mais en ce moment, en tout cas, il est très, très vaste pour nous. Évidemment, ça veut dire qu'on souhaite redonner aussi la main et de l'autonomie et à nos réseaux de concessionnaires, mais aussi à nos clients finaux. Donc, on souhaite leur apporter du service où ils savent, parce qu'on a changé quand même de modèle économique. Donc, aujourd'hui, on est dans un modèle économique où les gens veulent être beaucoup plus en capacité d'eux-mêmes faire un certain nombre de choses. Et puis ensuite, obtenir un très haut niveau de service sur le reliquat, on va dire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Voilà, il est 17h, on est juste à l'heure et on voit que vous êtes devenu une société de service. C'est ça? En fait, notre objectif à nous, c'est pas de vendre des chariots élévateurs. Ce n'est plus de vendre des chariots élévateurs, mais de vendre une capacité de levage à une certaine hauteur, un certain poids, un certain temps. Très bien, merci beaucoup. On va laisser un dernier mot à notre expert, mais alors 2-3 minutes, et ensuite ce sera donc questions-réponses dans la salle. Je crois que quelqu'un doit m'accompagner pour reprendre le micro. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste pour synthétiser, moi ce que je trouve intéressant dans le cas de Manitou, c'est qu'on retrouve tous les bons ingrédients de la transformation numérique, une volonté en très haut niveau de se lancer là-dedans et qui, comme l'a dit Maxime, facilite après la réalisation de projet parce qu'on n'est pas challengé toutes les 2 minutes sur le ROI du projet. Donc ça c'est quand même le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est de faire des tests pour démontrer que ça marche et rien de mieux qu'un test pour convaincre en interne que c'est la bonne idée. Et j'imagine que dans une boîte d'ingénieurs, ça n'a pas dû être facile de dire on va faire un truc qui n'est pas totalement parfait, mais vous verrez, on pourra le rendre parfait plus tard. Et puis avec une vision très long terme de dire mais derrière, il faudra l'industrialiser, c'est pas un test pour un test. Derrière, on a une vision long terme que je peux comprendre, vous ne partagez pas encore totalement, en tout cas avec nous, mais on peut imaginer pourquoi. Et de se dire, voilà, je vais plus loin, c'est un premier pas, on va y aller doucement mais sûrement, et il faut qu'on embarque les salariés en interne, parce que vous êtes quand même plus de 3000 à faire bouger, et puis aussi tout notre réseau de distributeurs, parce que sans eux, ça pourra pas marcher. Donc je trouve qu'on a un bon exemple d'acteurs qui se transforment en profondeur. Très bien, donc on passe aux questions pour ceux qui ont des questions à poser. Merci Frédéric, que je ne t'avais pas reconnu avec tes nouvelles lunettes. Donc je sais que j'ai un petit truc frustrant
parce que poser ces questions par un téléphone, c'est un petit peu frustrant, on voudrait les poser en direct. Néanmoins, comme on n'a pas de temps, j'essaye de synthétiser et d'en faire plusieurs avec une. Il y avait une question qui était, au-delà des diagnostics de maintenance préventive ou prédictive, quels sont les futurs usages des datas issues des machines? Est-ce que vous allez nous faire finalement comme Tesla et avec les chariots Elevator en disant finalement, si je maîtrise toute l'informatique embarquée, je maîtrise complètement mon produit demain et j'en ferai complètement ce qu'il faut. C'est votre logique? Plus on maîtrise notre source de données et plus on maîtrise notre destin. Donc évidemment, on a cette volonté d'être en capacité de traiter, d'absorber et de gérer cette donnée, indiscutablement. En revanche, ce que je dois rappeler, je ne sais pas si j'étais clair au départ, on est surtout, avant d'être producteur, des assembleurs. Ça veut dire qu'on est aussi tributeur de beaucoup d'autres fournisseurs qui eux-mêmes nous fournissent des composants, qui eux-mêmes doivent communiquer selon des protocoles qu'on doit valider entre nous communs pour pouvoir les absorber d'une certaine façon. Enfin voilà, il y a quand même une certaine contrainte. On n'est pas en full autonomie. Sinon, on serait peut-être plus que 3300 si en plus on devait intégrer toute la chaîne des fournisseurs qui représente quand même un écosystème colossal. Ok. Il y avait aussi une question du coup sur vous dites vendre plutôt un usage qu'un produit demain. Du coup, sur le business model, vous vous rapprochez demain peut-être d'un Michelin qui vend les pneus au kilomètre ou d'un Rolls-Royce qui vend ses moteurs d'avion à l'usage. Indiscutablement, ce que je ne sais pas vous dire, c'est pour quelle part de notre chiffre d'affaires. Voilà. C'est indiscutablement pas assez grand aujourd'hui, ça c'est sûr, par rapport à ce qu'on veut faire. Mais vous dire que demain c'est 50%, 75% ou 20% de notre chiffre d'affaires, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore déterminer aujourd'hui. On est encore à la limite de la ligne de flottaison pour voir à quel moment ça commence à voler. Ok. Et le troisième thème qui revient beaucoup dans vos questions, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que demain on ne pilote pas de manière complètement frauduleuse à distance vos chariots Elevator. Mince, j'aurais pas dû la poser celle-là, c'est ça? Bon, une autre troisième question alors. Alors, oui, c'est un peu délicat, évidemment. C'est un sujet qui est délicat et c'est un sujet qui est assez confidentiel. Et un élément clé, c'est la façon dont on fait transiter les informations. Ça, c'est très clé, parce que c'est là où on est le plus fragile. Et donc, c'est sur comment vous encryptez ou pas, ou à quel niveau, vos données. Alors, nous, les encrypte très, très haut. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on a même dû être un petit peu moins haut, sinon ça posait des problèmes à des États. Voilà. Donc on y fait très attention. Ouais. C'est un élément clé. Hein. Ok. Alors peut-être dernière question, puisqu'après, alors si vous êtes frustré par le peu de nombre de questions, après on se retrouve en petit catimini avec les mêmes personnes et on échange loin des yeux des caméras, ce qui nous permet quand même d'être un peu plus ou un peu moins. Langue de bois, ça dépend. Langue de bois? Non, pardon, je ne voulais pas. Moi, ma voiture, plus il y a d'électronique, plus elle est en panne. Quand on va aller sur des chantiers qui ne sont pas des milieux aussi favorables que la route de tous les jours, mettre plus d'électronique dans des outils comme les vôtres, est-ce que ce n'est pas un risque juste d'usage là aussi? Vous avez plus d'électronique, mais vous avez aussi accès à plus de fonctionnalités dans votre voiture que vous n'aviez pas auparavant. Donc il faut aussi mettre ça en relation du nombre de fonctionnalités que vous apporte l'électronique et l'informatique de manière générale. Ok, de toute façon, le risque, il est toujours, c'est l'interface entre l'écran et le dossier de la chaise. Oui, c'est ce qu'on dit. Okay. En informatique, on a un terme, on dit que le problème, des fois, est entre la chaise et le clavier. Mais voilà, on a la même. Voilà. Du coup, je suis super frustrant. Mais pour ceux qui veulent poursuivre les échanges, je vous invite à venir nous rejoindre ici. On organisera un bus vers la salle I, qui est un petit peu plus loin là-bas. Et on aura une demi-heure pour échanger, comme je vous l'ai dit, dans le blanc des yeux, en se regardant tranquillement et sans micro interposé. Et on peut les applaudir, bien entendu.